Dire je t'aime, c'est compliqué. Je t'aime. Idem. La première fois qu'on le dit à quelqu'un, on peut avoir l'impression de lâcher une bombe, mais très vite l'expression semble galvaudée, il faut vraiment mettre le ton pour créer un effet. En anglais, c'est pire, c'est devenu une espèce de mot de politesse automatique qu'on peut dire à la fin d'une conversation téléphonique juste avant de raccrocher. Love you, bye. Ok, I love you, bye bye. Julie Neveu est une linguiste, elle est maîtresse de conférences à l'université Paris-Sorbonne et elle a écrit un livre qui s'appelle « Je parle comme je suis » où elle raconte ce que notre vocabulaire dit de l'époque. Elle part du principe qu'on parle notre langue autant que notre langue nous parle. Elle s'intéresse notamment aux manières dont on exprime le sentiment amoureux. Comment formule-t-on nos émotions? Pourquoi le « je t'aime » s'épuise-t-il si vite? Les mots d'amour perdent-ils leur sens? C'est hyper difficile d'exprimer ses sentiments. En fait, les émotions, c'est quoi d'abord? Les émotions, c'est un bouleversement physiologique. Dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, quand on a des émotions, notamment des émotions amoureuses, mais toutes les émotions, c'est ce qu'il y a de plus difficile à exprimer, car ça engage d'abord le corps. Donc c'est vraiment un moment où le langage est déstabilisé. Tout ça pour dire que cette matière-là, intime, unique, qui est d'abord corporelle, physique, passe difficilement dans le langage. Vous avez des acteurs comme Hugh Grant qui sont spécialisés à... I just wondered, I really feel, in short, to recap in a slightly clearer version, I think I love you. L'émotion déstabilise le langage, mais en même temps, les neuroscientifiques montrent que le langage joue un rôle important dans le ressenti même des émotions. J'en ai parlé avec le chercheur Maxime Berthoud. Il faut comprendre qu'expérimenter une émotion, c'est catégoriser notre expérience. Donc si vous imaginez la mémoire du langage comme un meuble avec plein de tiroirs, eh ben, il faut penser que quand on ressent l'émotion, on va chercher le bon tiroir pour catégoriser, pour ranger notre expérience. Est-ce que c'est le tiroir de la tristesse? Est-ce que c'est le tiroir de la déception? Ou est-ce que c'est le tiroir du regret, etc. Voilà, on va essayer d'être très fin dans notre classification. Et donc le langage, ça a un rôle essentiel dans cette catégorisation des émotions. Ça ne veut pas dire que si on connaît un nouveau mot, ça permet automatiquement le ressenti d'une nouvelle émotion. Mieux nommer les émotions, ça permet de mieux les identifier. Si je connais et que je maîtrise davantage de catégories émotionnelles, j'aurai une vie plus fine et je serai aussi plus doué pour exprimer les choses, pour communiquer avec les autres, etc. Ce dont on a tous envie, et ce qui est difficile pour autant, c'est qu'on a envie de réussir à exprimer la singularité de ce qu'on éprouve, et notamment la singularité de ce que l'autre personne nous inspire. Si je passe à l'amour, hein, je parle de l'amour. Parlons d'amour. Donc l'amour, grosse difficulté sur l'amour. Donc, puisque l'amour, comme le dit le personnage du film L'entrée des artistes de Marc Allégret en 1938, François, c'est un beau parleur, il a séduit toutes les femmes du cours de théâtre, dont le prof est Louis Jouvet, là, en débitant les mêmes clichés sur l'amour. Toutes les femmes tombent dans le panneau, et puis un jour, ils tombent vraiment amoureux. Il y a des mots qu'on emploie comme ça à tort et à travers, on les gaspille à tout hasard, on les met à toutes les sauces, on croit qu'ils sont usés, puis tout à coup, on s'aperçoit qu'ils sont tout neufs. Et cette scène est assez belle parce qu'il dit « Oh là là », mais d'un coup, il ressent ce que j'appelle, moi, en linguistique, la remotivation du langage. C'est-à-dire qu'en fait, il dit « Mais zut, il n'y a pas 36 000 manières de dire « je t'aime », mais là, c'est fou parce que les mots sont tellement usés. Et puis, pour la première fois, là, quand je les ressens, ils me paraissent tout neufs. » Et c'est exactement ce qu'on ressent. Néanmoins, la personne en face, elle le ressent peut-être pas. Parce que si vous lui dites « je t'aime » 500 fois par jour, alors renouvelez un petit peu parce que vous ne réussissiez pas à faire percevoir la singularité de ce sentiment que vous éprouvez. Et c'est ça la motivation d'un langage. Et en fait, c'est à la fois une des sources, un des facteurs majeurs d'évolution dans la langue, c'est-à-dire qu'on va changer de mots, tous, qu'on soit poète ou pas poète, si on a l'impression qu'il est trop usé, on en prend un autre. Donc en ce moment, c'est belle journée à la place de bonne journée parce qu'on a l'impression que c'est érodé, qu'il n'y a plus assez de sens sur bon. J'aime bien cette idée que les mots risquent toujours de se vider de leur sens et qu'il est nécessaire de trouver des moyens pour faire réentendre ce sens. Et la même chose arrive pour les métaphores. Par exemple, j'ai le cœur brisé. Pour remotiver cette image, on peut rajouter en 1000 morceaux. Et quand une métaphore est très fréquente, ça devient un cliché et tout le travail du poète sera de casser ces clichés. C'est ce que fait par exemple Shakespeare dans un de ses sonnets où il se moque des métaphores éculées des poèmes d'amour traditionnels. Shakespeare dit « Moi, j'aime quelqu'un
et elle a les cheveux comme des fils de fer. Quand elle marche sur terre, ses pieds touchent la terre. Et quand elle parle, c'est pas du tout comme de la musique. Et puis j'ai vu des roses beaucoup plus roses que ses joues. Voilà, donc il casse tout le cliché. Et en fait, il me semble que tous les vrais poètes cassent les clichés, bien sûr. Alors peut-être qu'il faut qu'il y ait des clichés pour qu'ils puissent les casser. Alors il se trouve que Julie Neveu est une spécialiste des métaphores et elle s'appuie notamment sur les travaux de l'américain George Lakoff, qui est une des grandes figures de la linguistique cognitive. Pour schématiser, on pourrait dire qu'au début du XXe siècle, les pères de la discipline, comme le Suisse Ferdinand de Saussure, ont élaboré des grandes théories générales sur la structure des langues, et notamment sur les éléments invariants qu'on le retrouve dans toutes les langues. Et puis, avec le tournant cognitif des années 70, les linguistes comme George Lakoff se sont plutôt intéressés aux processus mentaux et aux liens entre le langage et le cerveau. Il a systématisé l'étude de la métaphore comme mettant en jeu 2 domaines, qu'il appelle un domaine source et un domaine cible. Le domaine cible, c'est celui dont vous voulez parler, et le domaine source, c'est celui qui fournit les images. Mais surtout, il a dit que la métaphore n'était pas un procédé littéraire. Il a dit non, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours en fait. Non seulement c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, donc c'est le langage ordinaire qui est plein de métaphores, et surtout quelque chose qui est la trace d'un phénomène inconscient. Toute l'idée de la linguistique, c'est de faire émerger à la conscience des processus largement inconscients. On intègre la grammaire, on intègre le lexique très très tôt. C'est-à-dire qu'à 2-3 ans, on va faire nos premières phrases. À 5-6 ans, on découvre à peu près le sens figuré et on est un locuteur parfait. Donc après, ce n'est que consolidation de la maîtrise d'une langue. Donc tout devient automatique et très très largement inconscient. Par exemple, si une métaphore sur laquelle il travaille pas mal, c'est les métaphores qu'il appelle les métaphores primaires. C'est celles qui nous viennent de l'enfance. L'amour, il est perçu, on en fait l'expérience comme quand on est tout petit, quand on est dans les bras des parents. Donc c'est la chaleur. Et ça va donner lieu à toutes les métaphores de type cette personne est chaleureuse ou elle est froide, etc. Et voilà. Et un autre exemple que j'aime bien et que moi j'utilise pas mal dans mes cours, c'est l'amour comme un voyage. C'est-à-dire qu'il y a des domaines sources privilégiés pour certains domaines cibles. Et l'amour est souvent conceptualisé comme un voyage. Et en effet, est-ce que tu veux faire un bout de chemin avec moi? On est dans une impasse. Regarde la route, le chemin qu'on a fait ensemble, etc. Vous voyez, donc l'amour comme quelque chose qu'on parcourt, un chemin géographique qu'on parcourt à 2. Mais si on sort du seul registre amoureux, ce que remarque Julie Neveu, c'est qu'un des domaines sources les plus utilisés de nos jours pour décrire nos états émotionnels, c'est le domaine informatique. Là, vous donniez l'exemple de... On est en mode drague. Vous avez aussi l'exemple de... On a bugué, on a zappé, comme si on était un ordinateur ou une télévision. Enfin, qu'est-ce que ça reflète, ce vocabulaire-là ? Chaque changement social, et notamment du point de vue de la technique et des machines qu'on utilise, crée une sorte de vague lexicale qui arrive, vous voyez, plus ou moins lentement, plus ou moins vite. Et c'est vrai que, par exemple, l'invention de l'électricité a donné lieu, par exemple, à des métaphores comme le courant passe ou l'atmosphère était électrique. Quand nos sociétés changent, nos interactions changent, nos outils de travail changent, il y a une première phase où le lexique s'importe très naturellement. Donc là, on a dit ordinateur dès qu'il y a eu des ordinateurs, si vous voulez. Et là, on a une deuxième phase qui montre que justement, ce lexique-là, ce rapport au nouvel objet technologique a été intégré et devenu inconscient et fournit désormais un nouveau mode, un modèle pour nous concevoir. Et c'est à ce moment-là que les mots deviennent figurés. C'est là que le sens figuré est possible. C'est quand notre fréquentation de tout un domaine d'expérience est devenue si quotidienne, si normale, si typique, qu'elle génère la possibilité du sens figuré. Et là, on est en plein dans le moment où, en effet, on a absorbé sans s'en rendre compte, et on utilise sans se rendre compte de ce qui révèle comme mécanisme inconscient. On pense à nous-mêmes comme étant, en effet, des machines. Il y a des bugs dans ma tête. Il y a des bugs dans ma tête quand j'écrase ma cigarette. Bugger est assez fascinant du point de vue de l'histoire du mot, parce que donc c'est un mot anglais qui d'abord veut dire l'insecte, le nuisible. Et en fait, il arrive comme première métaphore dans les premiers outils, les phonographes, etc., vers le 19e siècle. Et à ce moment-là, donc, c'est perçu comme une métaphore. C'est l'organique qui vient bousiller la machine. Après, ça s'installe tellement dans les nouvelles machines que quand on l'utilise en informatique, bug informatique, nous, quand le bug arrive, c'est un bug d'abord littéralement informatique. Donc, il n'y a plus de métaphore. Le sens métaphorique s'est érodé, ce que font toutes les métaphores qu'on pratique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, il est de nouveau disponible pour créer un nouveau sens métaphorique qui est celui qu'on utilise en disant « Ah là, j'ai complètement bugué », pour dire un dysfonctionnement émotionnel.
Et puis il y a le fameux en mode. Je suis en mode panique. Je suis en mode relax. En mode gothique, les mecs. C'est pas évident d'identifier l'origine de cette expression. A priori, c'est un anglicisme, parce que les anglophones utilisent l'expression depuis très longtemps. Je me souviens très bien, quand j'étais petite, et que mon père, qui est américain, avait beaucoup de travail, qui s'enfermait dans son bureau pour préparer une présentation. Il nous disait qu'il fallait pas le déranger, qu'il était en preparation mode. Mais en France, c'est le rappeur Rof qui serait parmi les premiers à avoir diffusé l'expression en français avec son tube En mode. Je suis en mode victoire, en mode je rappe mieux que toi, en mode gros son, au même caractère que moi, en mode je rappe trop bien. Il vient vraiment des statuts Facebook, on s'est habitué à se décrire en fait. C'est une façon de se décrire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression, en disant qu'on est en mode, qu'on peut basculer d'un mode à un autre très facilement avec un petit clic. Donc oui, on se conçoit un peu comme des machines. Pourquoi il plaît, moi tous mes étudiants le disent en permanence, parce qu'il est drôle. Ça introduit toujours une altérité, un autre discours, et ça permet de mimer, de caricaturer. Donc vous voyez que ça met en scène. Or, les jeunes locuteurs, mais certains plus vieux aussi, adorent, s'ils aiment raconter des histoires, En mode est très très pratique. Et donc il y a l'ironie qui arrive avec En mode, il y a la caricature, il y a la représentation, il y a la mise à distance. Et souvent, vous remarquez que c'est des emplois ironiques aussi à propos de soi-même. Tout ça, c'est des marqueurs de politesse, en fait, d'une certaine façon. Ça assouplit le rapport frontal que le langage, que toute interaction verbale peut créer. En anglais, ils appellent ça les FTA, Face Threatening Act. Oui, c'est-à-dire ce qui menace la face. C'est quand on a des énoncés qui mettent trop de pression sur l'interlocuteur. Et il y a toutes sortes d'outils linguistiques qui sont faits qui surgissent naturellement, spontanément, pour adoucir le rapport à l'autre. J'adore cette expression Face Threatening Act. Les linguistes ont quand même un talent pour inventer des mots un peu jargonnants pour désigner des situations assez banales. Donc j'ai cherché d'où ça venait. Ce sont les linguistes Brown et Levinson qui ont analysé dans les années 70 et 80 les différentes stratégies langagières qu'on peut mettre en œuvre pour adoucir les actes qui peuvent faire perdre la face, humilier, embarrasser son interlocuteur. Alors ces actes menaçants pour la face sont de toutes sortes. Demander un service à quelqu'un, demander de l'argent. Mais exprimer ses sentiments à quelqu'un, ça peut aussi être quelque chose de déstabilisant, de gênant. Et donc on va jouer sur l'ironie, le second degré, pour adoucir les choses. C'est un vrai phénomène, là, un vrai changement générationnel, c'est-à-dire que les générations de 20, enfin les 15-30 ans, ils font beaucoup plus d'ironie que je crois que je ne le faisais et que ma génération ne le fait. C'est-à-dire qu'il y a une grande pudeur à l'égard des sentiments intimes qui est inversement proportionnelle à l'envoi systématique, notamment d'émojis, cœur, amour, bienveillance, etc. Donc, à la banalisation, on va dire, de la déclaration visuelle sur nos nouveaux modes de communication. C'est vrai que sur Facebook, par exemple, on est constamment incité à faire état de sa réaction émotionnelle à chaque post. Au début, il n'y avait que le like. Et d'ailleurs, l'étymologie de ce mot anglais en dit long sur ce que liker sur Facebook veut dire. C'est une origine germanique. Lich, qui en fait veut dire la forme du corps, l'apparence. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a donné en allemand Leich, le cadavre. Ça a donné en néerlandais un verbe liken, L-I-J-K-E-N, qui en fait veut dire à la fois apprécier quelqu'un et ressembler à. Et vous voyez la proximité, la famille sémantique entre bien-aimé et quelque chose qui nous ressemble. Et donc, ce que je trouve assez intéressant, c'est que like, c'est la préposition comme en anglais, et il y a le verbe like, bien-aimé. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des langues qui ont gardé le même mot. L'anglais en a fait deux, et pour autant, avec l'usage qu'on fait de like et les algorithmes qui font qu'on a tendance à liker ce qui nous ressemble, etc., on voit qu'il y a une communauté d'intérêt et que donc le sens promotionnel de l'ami rejoint la communauté d'intérêt et ce qui me ressemble, quoi. Ce qui me ressemble, ça semble. Puis en 2016, Facebook a décidé que le like n'était pas assez nuancé. On nous a donc proposé aussi j'adore, haha, waouh, triste et greux. Et après, pendant le premier confinement en 2020, ils ont rajouté l'étreinte solidaire. Mais les emojis ne sont pas que sur Facebook, ils sont aussi bien sûr dans nos SMS, sur WhatsApp, dans nos mails, sur Twitter. Selon Emoji Tracker, l'emoji le plus utilisé sur Twitter est le fou rire aux larmes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quel pays utilise quel type d'emoji. D'après une étude de 2015, les arabophones envoient beaucoup d'images de fleurs et de plantes, les espagnols des images de fêtes, les australiens des images d'alcool, et les français tiendraient le record d'envoi d'emoji cœur. En tout cas, contrairement à ce qu'on peut penser, les emojis ne viennent pas forcément combler un manque de vocabulaire. En fait, ce qui se passe, c'est que les emojis sont très pratiques. Ils sont même, je pense, une nécessité de nos nouveaux modes de communication, à savoir nos conversations écrites. En fait, ça, c'est très nouveau dans le domaine de la communication, c'est-à-dire que depuis 20 ans, il y a explosion de tous les endroits, les plateformes, les réseaux sociaux, les blogs, les SMS sur nos téléphones, sur nos ordinateurs,
où on peut sans arrêt être en communication les uns avec les autres, donc de façon continue. Et donc, c'est vraiment comme une conversation. Et elle a les caractères linguistiques, les spécificités, les traits linguistiques, à la fois de l'écrit et à la fois de l'oral. Donc, quel rôle jouent les émojis là-dedans ? Déjà, on peut dire qu'ils fonctionnent un peu comme des signes de ponctuation. À quoi sert la ponctuation ? Au début, on avait des paquets de phrases collées. Et on s'est dit, non, mais il va falloir quand même que ce soit lisible, en fait. La ponctuation arrive pour réduire l'écart entre l'écrit et l'oral. C'est arrivé quand, en fait, la ponctuation ? En fait, il y a eu à l'Antiquité déjà, une proposition de quelque chose qui est l'ancêtre de la virgule, qui est une sorte de point au milieu de la phrase. Et puis après, les signes de ponctuation explosent, il y a un boom à la Renaissance, avec l'imprimerie. Ce que je trouve fascinant, c'est que fin 17e, il y a un penseur un peu original anglais, John Wilkins, qui propose un point de ponctuation qui n'est pas retenu, qui s'appelle le point d'ironie. Il dit qu'il faudrait un point d'ironie. Et il dit ce serait quand même pratique parce que l'ironie, ça passe mal à l'écrit. Il dit ça au XVIIe siècle. Et c'est ce que l'emoji vient faire, en fait. Donc, l'emoji vient signaler souvent ça, la distance avec un emploi au premier degré. Donc, c'est un marqueur d'ironie. C'est aussi très pratique comme marque d'affectivité. Et là, on le voit, c'est plus l'usage réactif, c'est-à-dire que quelqu'un vous dit quelque chose et vous renvoyez juste un cœur. Et donc là, c'est vraiment un substitut de l'interaction physique, en fait, faciale, c'est-à-dire le rire, etc. Donc vous voyez que tous les émojis viennent suppléer, ils sont comme une compensation à l'absence physique, corporelle, et ils recréent l'expressivité qui manquait, en fait, à ces échanges. Donc ils sont vraiment utiles pour ça. Donc vous dites, ne jugeons pas trop vite, ils viennent remplir un manque, un besoin, mais est-ce que d'autres fois, on peut pas dire que, en fait, c'est aussi une facilité, une paresse, quelque chose qui fait qu'on sait moins exprimer. Alors, ce qui est sûr, là en fait, on manque de données clairement. À savoir, est-ce qu'il y a un vrai impact ? Il y avait une étude que je cite dans le livre sur les jeunes au Pays de Galles entre 18 et 25 ans qui auraient plus de mal à s'exprimer depuis qu'ils envoient des émojis cœur, etc. Je sais pas. Le problème étant quel type d'effort on fait linguistiquement parlant. Et c'est vrai. Que si on n'a pas connu autre chose, alors oui, ça représente peut-être une menace de n'avoir que ces petits symboles qui aplatissent, qui sont une représentation tellement lisse, alors que le sentiment est d'une complexité inouïe. Donc, est-ce qu'on va réussir à décrire, désigner, faire exister la complexité de nos sentiments, alors qu'on est de plus en plus... il suffit de cliquer avec notre doigt et d'envoyer un petit cœur, je sais pas. C'est sûr que c'est une question, mais on en reparlera peut-être dans 20 ans. C'est vrai que le langage est quelque chose qu'on maîtrise très très tôt et après on a du mal, dès que quelqu'un nous impose, si on a l'impression que quelqu'un nous impose de le désapprendre, alors là c'est très désagréable. Mais en fait, pour se rassurer, ce que je dis en général, c'est que il ne peut pas y avoir de révolution linguistique, c'est pas possible. Même à la Révolution française, il y a eu le tu qui a été quelque chose que les citoyens ont essayé d'imposer et ça n'a pas pris. Les révolutionnaires estimaient en effet que le tutoiement généralisé permettrait de promouvoir l'égalité dans le langage, mais ils n'ont jamais réussi à l'imposer à la population par la loi. En revanche, avec un décret de 1793, le tutoiement est devenu obligatoire dans les administrations françaises. Et ça a duré 1 an. On peut pas imposer parce que les gens continuent à parler comme ils peuvent et comme ils veulent et que personne n'est là pour leur taper sur la tête dès qu'ils disent pas le mot qu'il faut. Et c'est vrai que le français est une langue très très normative et très standardisée et qu'on est à une époque où on revient vers un peu plus de variation. Les mots d'amour ont-ils perdu leur sens ? Plus on utilise un mot, plus il s'use. Et c'est justement ce qui nous incite à renouveler notre langage, à remotiver nos métaphores et à en inventer de nouvelles en puisant dans l'imaginaire de notre environnement. À force de fréquenter les ordinateurs, il se pourrait qu'on se conçoive un peu comme des machines qui se mettent en mode love et qui bug quand l'émotion est trop forte. Mais ces nouvelles expressions ne sont pas un appauvrissement de la langue, simplement des figures ludiques qui permettent d'exprimer avec humour nos sentiments. Et elles n'empêchent pas de dire et de redécouvrir le sens du bon vieux « je t'aime ». La métaphore, elle bouscule les catégories sémantiques. Si je dis « Oh, vous êtes comme un petit écureuil », je ne sais pas trop comment le ça va ou pas? Pour aller plus loin, les sources sont en description. Et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. Belle journée!